Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne. Dans notre émission Human, Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète ? Avec aujourd'hui une question, est-ce que nous avons trop de lumière ? C'est le projet Allumons les étoiles qu'a développé la ville de Genève sur la pollution lumineuse. Et nous avons donc, pour vous parler de ce sujet, autour de cette table, deux scientifiques et une politologue. Deux scientifiques en la personne de Madame Vaugelin, Isabelle Vaugelin, qui est une astrophysicienne lyonnaise, pourrait-on dire, française en tout cas. Lyonnaise, oui. Voilà, qui regarde à longueur de journée et de nuit les étoiles et les constellations. Hélas, non, j'y passe pas mes nuits. Les astronomes maintenant passent peu de temps au télescope, mais c'est toujours avec un plaisir immense que, effectivement, je fais des observations au télescope. Ça fait vraiment partie du cœur de métier que j'apprécie le plus. Voilà, et puis nous avons en visioconférence Pascal Meuchler, qui est lui un biologiste et un hydrogéologue. Bonjour Pascal Meuchler. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous avez une carrière assez diverse. Vous avez été conservateur, je crois, d'un grand musée à Genève, en Suisse. Et donc vous êtes un biologiste. De quelle manière les biologistes se relient-ils à la question de la lumière ? Eh bien, le biologiste, lui, il est très sensible aux cycles. Il y a le cycle de l'eau, il y a les cycles qui nous entourent. Et finalement, ce cycle le plus ancien de notre planète, qui est tout simplement d'être face à son étoile ou à l'ombre de son étoile, ce qu'on appelle la nuit, est un rythme fondamental qui existait même avant que la vie émerge. Et la vie s'est toujours construite avec ces moments où tous les 24 heures, où bon, ça a un petit peu bougé, nous sommes ou non à l'ombre de notre étoile. Donc c'est en fait la vie, comment elle s'est développée face à cette espèce de condition cadre déterminante qui est comme celle d'avoir notre petite planète qui fonce à plus de 100 000 km/h autour de son étoile, mais à la bonne distance pour qu'il y ait à la fois de l'eau, de la glace et un gaz qui soit constitué. Une planète qui a connu la dérive des continents, etc., mais une planète qui est marquée par ce rythme jour-nuit depuis qu'elle existe. Est-ce que l'homme, c'est une première question, est-ce que l'homme, dans ses débuts, si j'ose dire, vivait plutôt le jour ou plutôt la nuit ? Alors, vous voyez, comme vous posez la question, c'est vivez. En fait, on vit 24 heures sur 24. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes des êtres durs, nous sommes actifs. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait la nuit ? Moi, je suis persuadé que, par exemple, dans l'hominisation, vous me posez cette question, je le dis, je ne suis pas du tout anthropologue, moi je suis spécialiste des chauves-souris, ou plutôt d'écologie ou de systématique, mais j'adore la linguistique ou la philo. Moi, je suis persuadé que notre manière de réfléchir, notre manière d'avoir construit, comment on se raconte les choses, etc., eh bien, ça s'est fait non pas dans l'activité diurne, mais plutôt le soir lorsqu'on se réunit et qu'on invente le langage et qu'on invente toutes sortes de phénomènes qui est ce petit mot comme par exemple il y avait une fois, vous voyez, de commencer à se raconter des histoires. Donc je suis persuadé que si nous, Homo sapiens, on est nés il y a sans doute 300 000 ans et même certainement un peu plus, il suffit peut-être d'attendre que la paléontologie l'anthropologie nous apporte de nouveaux éléments, mais je pense que nous sommes autant constitués de la nuit que du jour, mais nous sommes des humains et nous sommes naturellement anthropocentriques et nous ne voyons pas les choses de la même manière. On pense que tout se passe de jour et que finalement la nuit, rien ne se passe. C'est peut-être cette parité à rétablir entre le jour et la nuit à ce moment
très important de l'Anthropocène où nous sommes tout à coup conduits à repenser notre planète, repenser l'humanité, repenser le temps long, toutes ces choses qui vont certainement marquer le XXIe siècle. Et la question autour de la lumière, qui est à la fois mondiale, qui nous pousse sur des longueurs de temps qui sont des millions d'années, qui se posent à la fois dans votre appartement comme sur l'ensemble de la planète, c'est, je pense, un territoire magnifique pour faire se combiner la science, la philosophie et bien sûr la participation des publics. Vous êtes parti sur la parité. Ça m'oblige à faire le rapport que vous suggérez en quelque sorte. Le débat jour et nuit, c'est aussi le débat de l'homme et de la femme, non ? Vous savez, notre manière de penser, c'est toujours en opposition. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, le bien, le mal, etc., etc. Et très bizarrement, lorsque nous pensons de cette façon binaire, il y a toujours quelque chose de supérieur et d'inférieur. Alors, vous évoquez le problème homme-femme qui s'est mis en place certainement avec le néolithisme. C'est vous qui avez commencé en prononçant le mot parité. Alors, le mot parité, il est beaucoup plus général que ça. Hein. C'est notre manière de toujours dire les choses noir-blanc, nature, culture, etc. Donc, nous sommes en train de renégocier, je pense, cette manière de toujours faire des oppositions, de trouver, si on prend un philosophe comme Derrida, des porosités entre ces choses. En fait, cette manière dichotomique de penser est remise en question actuellement, je pense, de façon salutaire, et notamment avec cette chose qui illustre notre biais de toujours dire 1 ou 0, droite ou gauche, etc., qui est la thématique de la nuit à retrouver, où autant de phénomènes biologiques se passent de nuit que de jour. Alors, on va revenir sur ce que vous étiez en train de dire avec Isabelle Vauglin, mais je voudrais auparavant présenter notre troisième invité. Il s'agit d'un jeune, parce que nous, on n'est pas trop jeunes, enfin moi, en tous les cas, j'en suis pas du tout, Isabelle un peu, et puis vous, pas trop non plus. C'est Romane Métivier, qui est une étudiante à sciences politiques, mais qui est aussi et surtout la correspondante pour cette opération Allumons les étoiles, des dialogues en humanité. Bonjour Romane. Bonjour. Donc, comment se passe le rapport entre les dialogues en humanité, ce festival qui a lieu chaque année à Lyon et dans de nombreux pays dans le monde, et l'initiative genevoise qui s'appelle Allumons les étoiles, dont on va reparler, qui consiste, je le dis en 2 mots pour que simplement nos spectateurs comprennent, et les auditeurs aussi, qui consiste à éteindre les villes ou des éléments d'une ville pendant une nuit. Donc de quelle manière se fait le rapport entre les dialogues en humanité et cette initiative genevoise ? Alors pour l'instant, c'est un projet qui est très peu développé au niveau des dialogues en humanité, mais ce qui nous anime au niveau des dialogues, c'est de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc à ce titre-là, La Nuit est belle fait complètement écho aux valeurs qui portent les dialogues en humanité, parce que si on veut un jour revoir les étoiles dans les grandes villes, il va falloir qu'on s'interroge sur notre manière de coopérer pour envisager une économie et une production d'énergie qui soit plus respectueuse du vivant. Voilà. Isabelle Vauglin, peut-être est-ce le moment d'exposer ce projet genevois, on va demander à une Lyonnaise de le faire, et puis on inversera comme ça tout à l'heure, ce projet sur La Nuit est belle, rallumer les étoiles, c'est déjà très joli. Alors, La Nuit est belle, effectivement, c'est le nom du projet qui a été développé par Erika Schlach et Pascal Meuchler et qui a abouti à l'extinction de tout l'éclairage public sur c'était 142 communes, je crois, la première fois qui était le 26 septembre 2019. Ça a permis de faire une action un peu choc pour montrer aux gens, leur faire prendre conscience de l'ampleur du problème et de leur montrer à quel point les choses étaient liées. Et je suis tout à fait d'accord avec Pascal quand il dit qu'il faut essayer d'éviter les dichotomies. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure si j'en ai l'occasion. Mais là, le projet, ce n'est pas seulement l'aspect astronomique, mais c'est un projet qui est très largement multidisciplinaire.
Alors c'est vrai qu'en étant observatrice, donc j'ai passé beaucoup de nuits au télescope et même les astronomes ils vont se mettre dans des lieux qui sont très reculés. On est sur le Mauna Kea à Hawaï qui est à 4200 mètres d'altitude. On est dans le désert de l'Atacama au Chili. Je travaille moi sur le projet d'aller mettre un télescope sur le continent antarctique. Et donc vraiment on va le plus loin possible pour essayer de trouver le ciel le meilleur possible. Et malgré cela, l'augmentation des activités humaines, l'augmentation de la quantité d'énergie qui est utilisée la nuit pour faire de nos nuits des jours, c'est quelque chose qui impacte considérablement les sites d'observation, même les plus reculés. Question naïve, pourquoi est-ce que je vois moins bien les étoiles quand il y a des lumières à proximité? Parce que l'intensité des lumières qui sont dans la rue, qui sont autour de nous, qui sont peut-être même un peu plus loin, parce que ça peut faire un gros halo, est telle que du fait de l'atmosphère terrestre, ça va être diffusé, ça va créer un halo autour de nous, et cette lumière va être beaucoup plus intense que celle qui vient des étoiles. Donc, les étoiles ne vont pas gagner la partie et on aboutit maintenant à quelque chose qui, à mon avis, est dramatique parce que ça touche vraiment profondément à notre humanité. Plus de 80% des enfants de la Terre ne connaissent plus la Voie lactée. Ils ne savent plus ce que c'est que la Voie lactée parce qu'ils sont dans des zones dans lesquelles il est impossible de la voir. Bonne raison de la définir ici et maintenant. Qu'est-ce que la Voie lactée ? La Voie lactée, c'est effectivement... Pourquoi est-elle lactée d'ailleurs ? Exactement, c'est une dénomination des Romains que l'on tient que eux-mêmes tiennent des Grecs, qui caractérise cette trace lumineuse, laiteuse, que l'on voit dans le ciel et qui correspond en fait à la tranche de notre galaxie. Notre étoile, le Soleil, fait partie d'un gigantesque agglomérat d'étoiles, qui est entre 100 et 300 milliards d'étoiles, qu'on appelle notre galaxie, avec un G majuscule. Notre petite galaxie, c'est 300 milliards d'étoiles. Oui, entre 100 et 300 milliards d'étoiles. Ah, on n'est pas sûr, là. Un facteur 3 près, c'est pas beaucoup. Bon, 300 milliards, ça fait quand même beaucoup. Et ça, c'est notre galaxie. C'est notre galaxie à nous. Et comme nous sommes dedans, eh bien, quand vous voyez, c'est comme si sur cette table, vous faisiez partie de l'épaisseur de la table. Vous voyez bien qu'il y a une direction dans laquelle vous allez voir une portion très, très importante de la table. Alors que si vous regardez dans la direction opposée, eh bien, vous voyez beaucoup moins. Donc, le plan de notre galaxie, c'est cette trace laiteuse qui est constituée de lumière de toutes ces centaines de milliards d'étoiles que l'on n'arrive pas à distinguer clairement à l'œil nu parce qu'elles sont trop lointaines, mais qui font une lumière un peu diffuse. Et alors c'était dans la mythologie grecque du lait qui était parti du sein des rats qui a projeté dans le ciel. C'est encore une femme qui revient là. Hein, oui. Et c'est juste un effet de projection du fait de la position du Soleil dans notre galaxie. D'accord. Et donc, juste pour caler les esprits, 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et combien de galaxies ? Des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Des centaines de milliards. Oui, et notre galaxie est une galaxie assez moyenne. Il y a des galaxies qui peuvent être 100 fois, voire les plus grosses peut-être 1000 fois plus grosses que notre galaxie. Comment sait-on qu'une galaxie s'arrête et qu'une autre commence en quelque sorte ? Parce qu'il y a des très grands vides entre ces amas d'étoiles. Comment voit-on le vide ? En fait, on voit les densités d'étoiles. On voit que la densité d'étoiles va diminuer. Alors, c'est les densités lumineuses. Après, on ne va pas partir sur l'astronomie, mais après, il y a entre les galaxies du gaz qui a été mis en évidence, mais que l'on voit surtout dans le rayonnement ultraviolet, voire rayons X.
Et on est capable donc, puisqu'on le détecte, d'estimer sa densité. Et sa densité est beaucoup plus faible que la densité à l'intérieur d'une galaxie. Et on le voit sur les images, si vous avez déjà vu une image de la galaxie d'Andromède, on voit très bien qu'il y a les étoiles... Andromède, c'est la nôtre ? Non, la nôtre, c'est la Voie lactée. Ah oui, nous sommes dans la Voie lactée. Nous sommes dans la Voie lactée, nous appartenons à la Voie lactée. D'accord. Et la galaxie d'Andromède est la galaxie la plus proche de nous, qui est quand même à quelque chose comme 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 2 millions d'années pour que les photons qui sont partis de la galaxie arrivent jusqu'à nous. Donc si vous regardez la galaxie d'Andromède ce soir, puisqu'il fait beau, il faudra quitter Lyon parce qu'autrement vous ne la verrez pas, eh bien les photons qui vont arriver sur votre œil pour faire cette image-là sont partis il y a 2 millions d'années. Eh oui. Et donc ils sont peut-être inexistants aujourd'hui. Ah ben, ils sont pour autant que le temps ait un sens. Ils existent puisqu'ils viennent former l'image sur votre œil ou sur les télescopes, si on les observe au télescope. Oui, mais ils ont mis pas mal de temps à arriver. Oui, mais donc ils sont existent. Peut-être éteints aujourd'hui, à leur présence. Un photon, ça ne s'éteint pas. Ah bon ? C'est absorbé. Un photon, ce n'est pas une luciole. Ah oui. C'est pas la même chose. Bon. Beaucoup de choses à apprendre, hein. Beaucoup de choses à apprendre. Donc j'en reviens à cette pollution alors, juste lumineuse. parce que c'est tellement extraordinaire, cette aventure. Des milliards de milliards, vous avez dit, de galaxies, d'autres galaxies. Oui, des centaines de milliards. Ouais. Il y a une limite ? Grave question. Pour l'instant, on ne peut pas dire. On cherche si l'univers a une limite. Pour l'instant, il n'en a pas. Est-ce qu'il est concevable que l'univers n'ait pas de limite ? Il est beaucoup plus difficile d'essayer de concevoir que l'univers est une limite. D'accord. Parce que s'il y a une limite, ça veut dire qu'on va immédiatement poser la question, qu'est-ce qu'il y a après ? Oui, bah oui. Donc en fait, il est plus simple d'envisager que l'univers n'ait pas de limite. Bon. Voilà, c'est un gouffre de poésie, oui. D'interrogation. Ah oui, c'est bien pour ça que je continue, à mon âge respectable, de continuer à adorer les nuits au télescope. Parce qu'on est dans des lieux, dans ces cas-là où le ciel est magnifique. Et moi, je vais vous paraître peut-être un peu bécasse, mais je plonge dans l'univers quand c'est des nuits comme ça. Pour moi, c'est beau. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je voudrais impérativement que les humains qui vivent actuellement sur Terre puissent avoir cette connexion avec le ciel. Et je pense que c'est quelque chose qui nous relie vraiment à notre humanité, parce qu'on a complètement perdu cet aspect des choses, et il y a énormément d'humains qui envisagent que, on est sur la Terre nous appartient, on n'envisage plus du tout que, en fait, on est en symbiose complète avec la faune, avec la flore, avec ceux qui nous ont précédés, les espèces qui se sont éventuellement éteintes. On est issus de toutes ces évolutions et qu'on est relié, on est un petit vaisseau magnifique, splendide, unique, mais perdu au milieu de l'univers. Et c'est vrai, quand j'entends très souvent des gens qui disent « Ah, mais de toute façon, vous, les astronomes, vous avez découvert des tas d'exoplanètes, des planètes qui seraient autour d'autres étoiles. » Oui, on en a découvert des milliers. Oui, d'accord, c'est pas pour autant qu'on pourra y aller. D'une part, pour deux raisons. D'une part, c'est que les distances sont telles qu'il est strictement impossible d'envisager d'y aller. À la vitesse actuelle des sondes qui sont parties déjà depuis plusieurs dizaines d'années, il faut typiquement entre 12 et 17 000 ans pour croiser la première étoile. Donc, à quelle vitesse ? À la vitesse qu'on est capable de faire nous. la sonde la plus rapide créée par l'homme, c'est la sonde qui s'appelle New Horizons, celle qui est passée à proximité de Pluton. Elle faisait du 15 km par seconde. Oui. Voilà, elle va continuer à accélérer un petit peu, mais typiquement, c'est ça. D'accord. 15 km par seconde. D'accord. La plus proche étoile, qui est Proxima du Centaure, elle est à 4,2 années-lumière, elle est à 40 000 milliards de kilomètres. À 15 km par seconde,
Vous faites le calcul, je vous octroie même 45 000 milliards de kilomètres, c'est plus facile à diviser par 15, et vous me trouvez là, instantanément, calcul mental, combien de secondes il faut pour y arriver. Je demande un break, je demande une pause, et je vous propose un instant musical pour nous détendre un peu après ces immensités. Et pour faire le calcul, je vous donne le calcul dans quelques minutes. Voilà, nous revenons avec nos amis Isabelle Vaugelin, astrophysicienne, avec Pascal Meuchler, biologiste, hydrogéologue et spécialiste des chauves-souris en provenance de Genève en visioconférence, et avec Romane Métivier pour les dialogues en humanité. Alors, j'ai fait le calcul que vous m'avez demandé, Isabelle Vaugelin, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est trop impressionnant. Oui, c'est 3 000 milliards de secondes. 3 000 milliards de secondes. Vous transformez ça en années. Et pourtant, c'est l'objet qui va le plus vite. Bon. Voilà. Alors peut-être est-ce le moment, Pascal Meuchler, après cette petite introduction sur l'immensité de ce qui nous entoure, de parler de ce projet genevois que, ma foi, l'astronomie, les astronomes lyonnaises, les astrophysiciennes lyonnaises et maintenant Dialogue en Humanité essaient de faire adopter par la communauté de communes lyonnaise, par la métropole de Lyon et par la ville de Lyon. Donc quel est ce projet La nuit est belle, allumons les étoiles. Donc le projet La nuit est belle, c'est se poser des questions sur l'astronomie, sur la biologie, sur les villes de demain. C'est vrai, nos villes qui vont se réchauffer la nuit plus vite que le jour. C'est quoi la ville de demain en 2050? Est-ce que ce sera des lumières partout, l'impossibilité de voir le ciel étoilé, de se connecter avec le cosmos? Et si on perd ce paysage nocturne, est-ce que nous perdons quelque chose en humanité? Moi, je suis absolument d'accord. Oui, c'est fondamental de rester connecté. C'est une philosophie immédiate quand on se connecte au ciel étoilé. Mais c'est aussi, c'est-à-dire, la fine pellicule de vie dans laquelle nous vivons. Les humains sont devenus extrêmement puissants. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Nous avons la possibilité maintenant, en quelque sorte, de faire des choix qu'on n'aurait pas imaginé il y a 40 ans, avoir une influence sur le climat, avoir une influence sur l'effondrement de la biodiversité. Et quand vous savez que 80% de la biomasse des insectes dans nos régions européennes s'est effondrée en 30 ans. Qu'est-ce que c'est la biomasse? Cet effondrement de la biodiversité. La biomasse, c'est le poids des animaux. Vous savez, quand vous avez par exemple une forêt, vous avez environ 15 kilos de gros animaux que vous voyez, mais vous avez plus de 1000 kilos de petites bêtes que vous ne voyez pas. Et l'actuel effondrement de la biodiversité, ce n'est pas tellement les grosses bêtes, mais c'est toutes ces petites bêtes qui disparaissent
aussi vite qu'un iceberg de fond. Et nous sommes en train de perdre, par exemple, la biodiversité et cette biomasse au point de ces petits insectes ou petits organismes invisibles et qui sont pourtant déterminants dans la vie de la fine pellicule que nous habitons, à cette zone critique autour de la planète Terre, et qui finalement disparaissent dans la plus grande indifférence. Et le deuxième facteur de mortalité des papillons ou des animaux nocturnes volants, c'est les insecticides en première position, mais c'est la lumière artificielle qui double tous les 20 ans et qui finit par avoir une incidence colossale sur l'équilibre des écosystèmes. Vous voyez, il y a de l'astronomie, il y a de la biologie, il peut y avoir aussi tout un questionnement sur l'énergie. C'est vrai que ces éclairages inutiles, bien souvent, c'est un gaspillage d'énergie avec une fine production de CO2, mais c'est aussi toute une manière peut-être de penser la ville de demain. Quand nos villes seront devenues peut-être un peu trop chaudes, nous aurons d'autres activités nocturnes. Donc c'est une manière de rassembler plein de problèmes où nous avons tant les sciences humaines que les sciences de l'astronomie, que les sciences dures, que les maths, tout se relie. Et c'est pour cette raison qu'Yashkar et moi, on a souhaité, en plus de La Nuit est belle, fonder une nouvelle discipline scientifique qu'on appelle la noctilologie, pour qu'on cesse de réfléchir toujours dans des silos, du point de vue de l'astronomie, que du point de vue du biologiste, que du point de vue des spécialistes de l'énergie, pour essayer d'associer aussi le public à une démarche qui peut aboutir à des mesures concrètes et immédiates, parce que la pollution lumineuse, c'est sans doute une des plus faciles à combattre, une des plus simples à combattre. Il suffit d'éteindre et si on se trompe, on rallume. Ce n'est pas du tout le cas du problème du plastique, ce n'est pas du tout le cas du problème des métaux lourds dans les lacs, etc. Enfin, là, ça c'est la bonne nouvelle, peut-être la seule, c'est que nous avons affaire à une pollution qui est extrêmement simple de prendre en main et où tout le monde peut être acteur avec un résultat immédiat. Voilà. On est un peu désespéré avec le réchauffement climatique de se dire que si on fait quelque chose, c'est que pour d'autres ans. Donc là, on a quelque chose qui, je dirais, donne un peu de l'espoir. Voilà, alors comment est-ce que, avec cette pratique de la noctilologie, j'ai bien prononcé, la noctilologie, cette nouvelle science liée à la nuit et qui permet de ramener en quelque sorte ensemble des sciences qui étaient jusque-là relativement indépendantes et éparses, comment est-ce que cette idée de noctilologie vous a amené, avec vos partenaires genevois, à proposer à la ville de Genève et à arriver à convaincre les politiques d'éteindre les lumières pendant une nuit? Bien, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est l'expérience de ces conférences sur le territoire, l'écoute des gens. L'enrichissement d'Éric Ashkar, qui est ingénieur aussi, qui vient avec le questionnement de l'astronomie et de la perte du lien avec le ciel étoilé, les biologistes, etc., qui fait qu'on développe finalement un certain enthousiasme grâce aux assises européennes de la transition énergétique et Grand Genève, qui est séduit par cette idée et qui dit on va y aller, on va faire ça, c'est la première fois au monde qu'on était un si grand territoire. Et d'ailleurs, le monde ne s'est pas trompé parce que la BBC a couvert, Euronews, etc. Donc voilà, tout à coup une idée. Et c'est finalement en voyant tous ces partenaires, tous ces intérêts qu'on n'avait pas totalement identifiés au départ, et notamment l'importance des sciences humaines, qui nous a fait dire, mais finalement, cet élan, il faut une maison, un endroit pour se réunir, pour discuter. D'où l'intérêt de tout à coup se dire, créons une espèce de toit qui s'appelle la noctilologie, qui est un peu une science de l'anthropocène qui vient d'une problématique et qui permet de réunir des gens qui, normalement, ne se parlent pas. Voilà. Romane, une question à poser à Pascal Meuchler. Oui, tout à fait. Du coup, avec les dialogues en humanité, on est en train de réfléchir à un projet qui pourrait s'approcher le plus possible de La Nuit est belle. Mais aujourd'hui, on fait face à pas mal d'obstacles qui sont notamment liés à la peur, en fait. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, l'obscurité est souvent liée au danger. Et on fait aussi face à une instrumentalisation des problématiques qui sont liées à des quartiers populaires. C'est-à-dire que les gens vont souvent rétorquer
que l'obscurité peut, je ne sais pas, favoriser la délinquance, par exemple. Alors ma question, c'est comment est-ce que vous avez réussi à Genève à passer outre, à convaincre les gens que c'était un projet qui était bénéfique de A à Z? Alors, je pense que c'est un exemple d'un projet qui n'est pas top-down, mais qui va encore une fois vers l'écoute. Par exemple, à Lyon, vous pourriez très bien imaginer multiplier des discussions de quartier, préalablement. Je sens qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part des artistes et des créateurs. Vous avez, je suis sûr, même des chanteurs de rap qui disent « Waouh, j'ai envie de m'inscrire dans cette chose ». Et finalement, vous êtes face à un problème d'environnement où vous pouvez tout à coup l'utiliser pour faire du lien social, de laisser finalement la ville telle qu'elle est s'exprimer, l'écouter, l'animer. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'au-delà des clivages politiques, par exemple, nous avons été appelés à nous prononcer et à expliquer notre point de vue pour une motion à Genève qui consistait à introduire le questionnement sur la pollution lumineuse de façon officielle dans l'État de Genève. Et la votation, elle est assez surprenante parce qu'au-delà des partis politiques, tout le monde a voté pour. Il y a eu un oui collectif. Pardon oui. de vous interrompre. Est-ce que c'était une votation au sens suisse, c'est-à-dire une sorte de référendum concernant quelle surface en Suisse, à Genève? Alors là, c'est un député qui dit pour le canton de Genève, Oui. Nous devons faire quelque chose pour la pollution lumineuse. Et c'est une motion. Donc à un moment donné, le Parlement devra dire est-ce que nous acceptons cette motion ou pas. Donc il y a une commission d'enquête et il y a une pré-votation au niveau de la commission spécialisée et ensuite on va vers la votation générale du Parlement. Et souvent, quand il y a une motion, il y a des jeux politiques qui se mettent en place, c'est normal, gauche, droite, etc. Et là, le sujet de la pollution lumineuse fait que finalement, tout l'éventail qui va de la droite, bien prononcé, jusqu'à la gauche, bien prononcé, finalement, c'est une surprise, cette puissance sur ces thématiques de finalement rassembler sur un questionnement de façon commune et de rassembler des antagonismes, de lier ville-campagne, mais aussi pour dépasser les querelles partisanes. Je vous pose cette question. Je pense que certains sujets sur l'environnement. Bien sûr. Oui, je ne vous ai pas entendu. Non, je disais, je vous pose la question parce qu'évidemment, à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, dans la métropole lyonnaise, nous nous demandons de quelle manière procéder pour parvenir à convaincre les politiques, pour parvenir à convaincre les administrations, parce qu'il faut couper le courant. Il faut, donc il y a des peurs qui réapparaissent, comme le disait Romane à l'instant, et puis il y a des problèmes techniques que les services techniques peuvent avoir aussi. Oui, Madame Vaugelin, Isabelle. Alors de ce point de vue-là, effectivement, il faut saluer le dynamisme des communes plus petites que Lyon, qui, sur le sud de Lyon, ont dit bingo, nous on y va. On va faire cette extinction en même temps que la deuxième édition de Genève, donc le 21 mai prochain. Et c'est tout un ensemble de communes qui se situent dans le sud de Lyon, puisqu'il y a Brignais, Saint-Genis-Laval, Vourles, Chaponneau, Millery, Montagny, Vernaison, et probablement aussi Grigny et peut-être Oulin, qui vont, en même temps que Genève, ne pas allumer, parce que là, cette fois, ce sera sur le 21 mai. Donc le 21 mai, la nuit tombe, on est presque dans les nuits les plus courtes, donc la nuit tombe beaucoup plus tard, et donc ils ne vont pas allumer leur éclairage public. Et exactement sur le modèle de ce qui se fait autour du Grand Genève, dans toutes ces communes-là. Alors, on a discuté, bien évidemment, les élus de ces communes ont été vraiment incroyablement positifs dès le départ. Il y a eu quelques questionnements sur les problèmes d'insécurité, le coût aussi pour faire éteindre, mais globalement, ils ont été extrêmement positifs. Et on est donc maintenant en train d'essayer de mettre en place toute une multitude d'animations
qui vont être proposés au public ce soir-là parce qu'il faut transformer cet événement en une adhésion populaire, une fête populaire pour que les gens s'approprient la nuit, qu'ils se rendent compte que la nuit n'est pas dangereuse, qu'ils ne risqueront rien. Et de ce point de vue-là, le choix de la date du 21 mai est très très différente de celle du 26 septembre parce qu'on aura la Lune qui sera aux trois quarts pleine. C'est-à-dire qu'elle va éclairer la nuit, et j'en reviens sur le problème de la dichotomie en début d'émission. Les nuits, ce n'est pas noir, et puis quand le soleil est là, c'est éclairé. Parce qu'il y a la moitié de nos nuits qui sont éclairées par la Lune. Et nos yeux se sont habitués à pouvoir voir la nuit quand il y a la Lune. Si vous faites l'expérience, alors pas quand vous sortez d'une pièce ultra éclairée et que vous sortez dans un lieu obscur, là vous allez être ébloui, vous n'y verrez rien. Mais par contre, si vous êtes patient et que vous attendez 4-5 minutes, vous y verrez comme en plein jour. Et vous pourrez vous déplacer sans risque, vous verrez votre voisin d'en face arriver vers vous. L'œil humain s'est adapté, toute l'espèce humaine, tout ce qui nous constitue s'est adapté à notre environnement. Et nous sommes à la fois capables, avec ce magnifique outil que sont les yeux, de pouvoir lire le journal avec un éclairage en plein midi au soleil, mais également de lire ce journal avec l'éclairage de la Lune la nuit. Mais les gens ont oublié ça parce qu'on est tellement continuellement dans un éclairage presque saturé qu'on a oublié qu'on a deux sortes de capteurs dans l'œil, on a deux sortes de cellules, des cellules qui sont adaptées pour le fort éclairage et des cellules qui sont adaptées pour le faible éclairage, c'est ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme, mais l'éclairage nocturne, les cellules pour la vision nocturne ne sont quasiment plus utilisées par l'espèce humaine. Et là, le 21 mai, on va pouvoir voir que sans lumière artificielle, la Lune nous suffit pour voir la nuit. Est-ce que ce serait en même temps une sorte de, j'allais dire presque, de leçon de sagesse que nous donnerions à nous-mêmes en cette période de pandémie ? Je veux dire, vous me suivez ? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est dans le bilan de Sylvie Varès, quand elle parle du bilan de la première édition de La Nuit est belle sur le Grand Genève, elle dit souvent ce qu'il est revenu de la population, c'est une sensation de calme. Ce n'est pas une sensation de peur, n'est-ce pas Pascal ? Je ne me trompe pas. Oui, et c'est une fête. C'est quelque chose qui, à mon avis, ce n'est pas antagoniste, par exemple, par rapport à la fête des Lumières à Lyon. C'est la même chose. C'est quelque chose qui doit être une fête, qui doit être une adhésion. Pour les gens jeunes, j'ai envie de dire, vous savez, c'est un territoire incroyable de prise de parole, de discussion, de moments intéressants. Je vous montre d'ailleurs la réaction. Là, vous avez je vous montre le manuel de géographie du bac de cette année, de chez Bella. Tous les éditeurs ont compris l'intérêt de cette opération parce que c'est déjà enseigné dans le manuel du bac. Vous voyez, la Nuit est belle. C'est déjà dans le manuel du bac ou dans l'exercice transfrontalier. Alors, on va peut-être donner les références de cet ouvrage que vous nous avez montré à l'image. Donc, comment s'appelle-t-il ? C'est le manuel de terminale du bac de D'accord. géographie de l'année 2020-2021. Et il y a un chapitre qui est consacré avec la Belgique. Quel est l'éditeur ? C'est Belin. Belin. D'accord. Belin. Ok. Oui, voilà. Allez-y, poursuivez, pardon. D'accord, voilà, tout à fait. Donc en fait, je dirais qu'il y a un élan d'enthousiasme qui est nécessaire et vous embarquez, c'est sûr, Sylvie Varès, Laure Fabiani ont fait un travail formidable, mais nous avons aussi embarqué la tour de la télévision. Nous avons embarqué
l'aéroport de Genève. Nous avons embarqué la société autoroutière ATMB qui est un. Nous avons embarqué l'église catholique qui était à ces églises, vous voyez, plein de gérance. Donc il y a tout à coup un enthousiasme. Les grandes marques, vous voyez, toutes les enseignes de ces grandes marques qu'on voit à Genève sur la rade Rolex, etc. Tout le monde est un, tout le monde était d'accord. Donc c'est peut-être un effet d'enthousiasme, de passion à créer, notamment avec la jeunesse, de se dire, mais finalement, la ville de demain, on a envie d'y réfléchir aussi pour quelle ville de demain la nuit, parce que nous, on vit aussi la nuit, et de donner envie. Et je dirais que dans le tissu campagnard, il y a même une association de la transhumance des vaches d'alpage qui sont faites sur le Jura, qui s'est associée au mouvement, vous voyez. Donc il y a une possibilité de créer, je dirais, un enthousiasme dans cette période qui nous fait peur un peu, hein, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. Là, tout à coup, on se dit, ben là, on peut se mobiliser, dire quelque chose, et sans pour autant mettre en place, je dirais, une écologie punitive qui consisterait à dire, mais lui, il n'a pas éteint, etc. En fait, je pense que ça doit rester vraiment positif, une invitation, un accueil, et tout le monde peut s'en emparer, faire de la musique, faire une leçon de science ou je ne sais quoi. Donc, c'est un grand forum qui, finalement, invite à la participation et à changer la ville de façon peut-être qui plaît aux gens. C'est comme quand tout à coup vous avez des chutes de neige, vous voyez, ça crée une ambiance très spéciale dans la ville quand il y a des chutes de neige. Et bien là, vous avez tout simplement pas d'éclairage public, et notamment les jeunes ont adoré, comme me disaient les gamins qui ont 20 et 25 ans, ils disaient, mais nos copains, ils disent, ce truc, c'est ouf. Et je pense que dans Isabelle cette Vauglin. période effectivement difficile où les gens en ont un peu marre, on va dire, hein, clairement, je pense que de leur donner l'occasion de se retrouver dans un élément totalement naturel, voilà, c'est juste être dehors la nuit dans d'autres conditions que les conditions habituelles. Moi, je suis sûre que l'ensemble des populations, des villes qui vont éteindre, je suis très confiante. Je crois vraiment qu'ils vont s'approprier ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on vous oppose comme argument? On vous oppose la peur, on vous oppose quoi? L'insécurité. L'insécurité, et pourtant, ben oui, les cambrioleurs, ils ont besoin de lumière autant que vous. Un cambrioleur, s'il entre chez vous la nuit, qu'il n'y a pas de lumière, il ne verra pas plus que vous. Donc effectivement, 80% des cambriolages sont faits dans la journée. Donc cet aspect-là est vraiment facile à démonter. Et les zones éclairées pour les autoroutes, les zones urbaines éclairées, les gens ont tendance à rouler plus vite et donc à avoir un comportement qui est plus accidentogène que si vous êtes sur une route de campagne éteinte, où vous avez plus l'essence aux aguets parce que vous ne voyez pas a priori comme en plein jour. Donc vous êtes plus attentif. Voilà, eh bien écoutez, nous allons faire une nouvelle pause, si vous le voulez bien, une nouvelle pause musicale, en rapport sans doute avec notre objet, et nous revenons dans quelques minutes.
voilà avec nous sur la pollution lumineuse, sur le thème de Allumons les étoiles, un dialogue entre Genève et Lyon avec Isabelle Vauglin, astrophysicienne, Pascal Meuchler, biologiste, et Romane Métivier, qui représente Dialogue en Humanité. Alors, quel est le sujet que l'on peut aborder pour terminer notre entretien ? Celui de la santé peut-être, Madame Vauglin ? Effectivement, c'est un des points supplémentaires de l'impact de la pollution lumineuse globalement sur la planète. C'est au-delà de l'astronomie, de la perte de la biodiversité, de l'impact sur la faune et la flore, il y a aussi le fait que, n'ayant plus ce cycle naturel jour-nuit, les cycles circadiens auxquels nos organismes les plus profonds étaient habitués et qui étaient vraiment liés à cette diminution de l'intensité lumineuse, eh bien, on a des perturbations maintenant du sommeil des gens à cause de l'éclairage qui reste trop important la nuit, entre autres la sécrétion de mélatonine qui est parfois gravement perturbée, uniquement parce qu'il ne fait plus nuit la nuit dans nos villes et que nos concitoyens en souffrent. Et c'est un aspect supplémentaire pour alerter les gens sur ce problème de pollution lumineuse, sans parler bien évidemment, le quatrième et je pense un des plus importants, c'est l'idée de le gaspillage énergétique que ça représente et qui n'est plus possible dans le contexte actuel de réchauffement climatique. C'est vraiment, il faut arrêter ce gaspillage, il faut, alors bien sûr, là ce sera une nuit, l'idée finale, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les communes éteignent toutes les nuits pour globalement économiser. Alors Pascal pourra vous donner les chiffres en kilowattheures économisés sur la nuit du 26 septembre, c'est impressionnant. Donc diminuons les notes d'électricité des communes, c'est souvent la première ou la deuxième point le plus coûteux sur une commune, c'est la note d'électricité. Donc autant la diminuer le plus possible en arrêtant d'éclairer des zones qui ne sont pas utilisées la nuit et qui gênent les dormeurs, qui gênent les insectes, qui gênent la faune, la flore et tout ça. Mais alors je pense que les nouveaux politiques élus à Lyon et dans la métropole de Lyon depuis quelques 6 mois devraient être extrêmement ouverts à votre suggestion. Ils auraient dû, me semble-t-il, applaudir des deux mains et s'emparer de ce sujet. On a un maire de Lyon qui est volontiers, qui n'a pas hésité à critiquer le Tour de France, par exemple, ce qui n'était pas très populaire, évidemment. Ce serait une magnifique preuve de la part de ces écolos que de dire, bien, nous avions, et nous avons toujours peut-être une tradition à Lyon qui est la fête des Lumières, que vous la connaissez, Pascal Meuchler, mais face à cette fête des Lumières, nous allons faire non pas la fête de l'obscurité, La fête des étoiles, mais la fête des étoiles. Ce serait joli et ça marcherait très bien, et peut-être pourrait-on également dans notre agglomération créer un mouvement d'enthousiasme. Peut-être que Sciences Po et les dialogues en humanité vont nous y aider. Romane. Sciences Po, je ne sais pas, même si on est de plus en plus sensibilisé effectivement en cours à la catastrophe écologique qui nous attend. Par contre, les dialogues en humanité, oui, c'est déjà un petit peu plus leur rôle. C'est qu'il va y avoir d'abord une phase d'expérimentation des projets de non-allumage de l'éclairage public, et ce sera pour nous une opportunité de surmonter certaines peurs, certaines réticences, et effectivement aussi d'être un plaidoyer pour des projets aussi incroyables que La Nuit est belle. Voilà. Et c'est vrai que, bon, je pensais que cette année, les choses se combinaient parfaitement bien puisqu'il y avait ce changement d'orientation politique à la tête de la ville de Lyon et de la métropole. Mais bon, on a reçu un accueil tout à fait positif, mais il leur faut plus de temps. Il faut du temps et ils ont répondu que ça va se faire, mais pas cette fois-ci. Combien de temps a-t-il fallu, Pascal Meuchler, à Genève pour arriver à, non pas à ce que le projet soit à maturité, il n'y est d'ailleurs peut-être pas encore, mais à faire que un grand nombre de communes, et Genève au premier chef, soient d'accord et rentrent dans le jeu?
Écoutez, moi qui ai mené pas mal de projets où il a fallu des années, depuis 30 ans, les chauves-souris, fondé la Nuit des chauves-souris, etc. Là, ça allait très vite parce que c'était 2 ans, parce qu'il y avait aussi des bons acteurs comme, encore une fois, Sylvie Varès, Maud Fabiani ou des gens comme ça. Et puis, je dirais qu'il y a un paradoxe parce que la devise de Genève, c'est Post Tenebras Lux. Donc, après la nuit, la lumière, et là, on inverse, c'est Post-Tucem Tenebras. Il y a tout à coup un enthousiasme qui s'est opéré, mais à une vitesse, vous voyez, donc très rapide. Et, à mon avis, Lyon, s'ils ont envie de s'inspirer et d'y aller, de rester tout à fait dans une créativité, on a envie de faire cette expérience, de vivre notre vie de cette manière, et puis d'aborder avec des choses que Genève n'a pas su inventer, par exemple, tout à coup un aspect sur les sciences humaines qu'on a mal vu, et comme ça, avec ces territoires, s'enrichir mutuellement à travers une grande tradition qui lie les deux villes. C'est vrai que nous sommes reliés avec le Rhône, et si les sentiments des étoiles le long du Rhône font que, à travers quelque chose de tout à fait nouveau, et encore une fois d'unique au monde, quelque part, cette manière de grand territoire, c'est quelque chose qui se voit par satellite et qui est quelque chose de totalement nouveau. C'est donc aussi peut-être montrer l'enthousiasme d'être des innovateurs, des constructeurs et de trouver chaque fois son chemin, sans pour autant passer peut-être par des choses qui sont, encore une fois, de l'écologie plus liquide, ou que de la réglementation, ou que de la science, ou que de l'astronomie, ou que de la biologie avec les chauves-souris, d'inventer, et tout est ouvert, de s'emparer de cette page blanche. Et la deuxième édition, la radio nationale, voilà, elle va être présente, la radio va être présente. Vous pouvez voir La Nuit est belle avec des émissions radio et des choses tant du côté suisse que français. Et là, la radio dit « Waouh, c'est nouveau, ça nous plaît, c'est une autre manière de tout à coup faire de la radio. » Donc, il y a finalement plein de possibilités d'invention qui, avec ce projet, sont à disposition de chacun, un comité de quartier, comme de l'ensemble d'une métropole prestigieuse et grande, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je pense que ces initiatives rendront cette ville de Lyon encore plus belle. Je pense qu'effectivement, le thème même de l'extinction et de la fête populaire, on le voit dans l'organisation parce qu'on a complètement adhéré à ce que Genève a fait. On se base vraiment sur ce qu'ils ont posé comme jalon en tant que pionniers là-dedans. Et c'est vraiment un travail complètement en collaboration. On n'est pas du tout en compétition, absolument pas. On utilise ce qu'ils font, on travaille avec eux, puisque Sylvie Varès, la chef de projet sur Genève, participe à nos réunions à nous. Enfin, vraiment, c'est exactement l'esprit, je dirais, de cette fête. C'est de rassembler l'humanité sur des points qui nous semblent essentiels, qui sont essentiels à la survie de l'humanité, mais également de la vie sur Terre. Je ne vais pas avoir peur de le dire carrément, ce n'est pas grandiloquent, c'est vraiment ça. Et de s'emparer de ces thèmes-là en les formant sur des aspects de fêtes populaires, d'adhésion de la population, je pense que moi, je suis convaincue que ça peut être quelque chose de très positif. Et cet aspect, cette année, ce sera la nouveauté, c'est d'essayer de faire adhérer aussi, faire éteindre les particuliers. Faire éteindre les particuliers, inciter les gens, vous aussi éteignez, parce que vous aussi, par votre fenêtre, par votre jardin, vous participez à la pollution lumineuse. Essayez d'inciter aussi les commerçants, les centres enseignes lumineuses. Les enseignes lumineuses. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que la nuit, pourquoi est-ce que le noir, pourquoi est-ce que l'obscurité a si mauvaise presse ? À quoi est-ce que ça nous renvoie ? Pourquoi est-ce que l'on dit c'est la face sombre ? Oui, vous posez la bonne question. Il peut faire partie de ces groupes de parole. Tout notre vocabulaire est orienté. Quand vous dites quelque chose est clair, vous dites que c'est éclairé. Quand vous dites que quelque chose est confus, tout c'est clair. C'est sombre. Nous sommes complètement marqués, y compris dans notre vocabulaire, sur cette manière d'appréhender. Et peut-être européen centré, je ne suis pas sûr que partout, dans toutes les cultures, nous ayons ces choses-là. Donc, il ne faut pas créer un modèle
ouvrir au plan centré en disant « Allez, le monde, vous nous suivez, faites comme nous ». Il faudra respecter toutes ces différences culturelles, notre rapport à la nuit. C'est pour ça que c'est formidable. Et moi, vu qu'on conclut, moi, j'aimerais bien que Lyon et Genève se donnent la main. Bon, la main, c'est pas sur un ciel bleu, mais ça serait sur un ciel étoilé, vous voyez. Et nous aurons le Rhône pour réunir finalement quelque chose que nous sommes en train de créer avec de l'enthousiasme, de la construction, une amitié profonde qui existe depuis toujours entre ces deux villes. Donc c'est vrai que moi j'ai presque envie sentimentalement de dire mais magnifique si c'est Lyon qui tout à coup bouge dans cet esprit de construction commune d'un demain avec ces deux villes qui ont eu des liens de façon constante. Voilà, eh bien écoutez, merci à vous trois d'avoir été présents autour de cette belle idée. Merci à vous, Pascal Meuchler, depuis Genève. Merci à Isabelle Vauglin, merci à Romane Métivier. Et puis, ma foi, rendez-vous le 21 mai 2021 pour cette prochaine expérience. Bien sûr. Et tout va s'obscurcir. Exactement. Merci, à bientôt. Salut. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.